Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle édition des Carrefours de la Santé. Alors, les Carrefours de la Santé, vous le savez, pour les habitués, c'est une rencontre privilégiée entre le public et des médecins, des praticiens du CHU, les agents du CHU de Poitiers. Un moment vraiment où on vient vous parler d'un sujet pas commun, et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, et même témoigner, pourquoi pas. Il y a de plus en plus d'interactions sur ces moments-là. C'est un Carrefour de la Santé, c'est organisé depuis un moment maintenant, et c'est co-organisé par le CHU et l'Espace Mendès France. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Moi, je suis Romain Murac, je suis journaliste, modérateur, et donc je vais vous accompagner sur cette heure et demie jusqu'à 20h pour échanger sur ce sujet, alors qui n'est pas commun, comme je vous le disais. Ce soir, nous allons vous raconter une histoire, l'histoire d'un greffon, du donneur au receveur, la greffe d'organes, en passant évidemment par la conservation et sa réparation du greffon quand c'est nécessaire. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir 3 experts de la question. Professeur Thomas Kerforn, anesthésiste, réanimateur, Clara Station, biologiste, et le docteur Pierre-Olivier Delpech, chirurgien urologue. Alors, chacune va faire une présentation de sa partie pendant 10-15 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, témoigner même si vous êtes concerné ou si quelqu'un de votre entourage est concerné. Si vous souhaitez ou si vous ne souhaitez pas poser vos questions directement, vous avez des petites feuilles qui étaient sur vos sièges, et à ce moment-là, vous me les faites passer et moi je les poserai à votre place. Mais dans tous les cas, un micro est là et vous aurez la parole pour poser vos questions tout à l'heure. Thomas Kerforn, je vous laisse commencer. Je vous laisse présenter les enjeux de santé publique, déjà, évidemment, quelques chiffres, mais aussi un peu le processus d'évaluation des donneurs. Je vous laisse la parole. Oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour écouter et échanger sur ce sujet d'importance. Et donc, l'objet est de faire part de notre expertise au CHU de Poitiers sur la transplantation, notamment rénale, et tous les moyens technologiques que nous mettons en regard pour encore améliorer les résultats des greffes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Pourquoi est-ce que c'est un sujet de recherche majeur? Parce qu'en fait, c'est un problème de santé publique. La transplantation d'organes, ça permet de traiter un certain nombre de déférences d'organes terminales, et pour certains organes, c'est le seul traitement. Et la problématique, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il y a une inadéquation entre le nombre de patients à traiter et la disponibilité des organes. Comme c'est schématisé sur cette diapositive, il y a 3 patients en attente pour un greffon disponible pour les reins, à peu près une proportion presque identique pour le foie, 1 pour 2 pour le cœur, et une personne et demie qui attend pour une paire de poumons disponible. Cet état de fait a conduit à devoir élargir la source des organes, puisque à l'origine, on s'adressait à des donneurs potentiels qui n'avaient pas de maladie autre que ce qui malheureusement avait conduit à leur décès, puisque la principale source de donneurs, c'est des patients décédés et dans les suites en fait, d'un dégât cérébral. Maintenant, le casting du donneur, c'est des patients qui ont entre 50 et 60 ans et qui sont décédés d'un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire qu'ils sont exposés à des maladies chroniques qui vont rendre potentiellement les greffons qu'on va pouvoir prélever plus à risque de moins bien fonctionner après la transplantation. Vous le voyez, en plus, en termes de problèmes, on va dire, épidémiologiques, c'est qu'on a un nombre de donneurs disponibles qui est insuffisant. Qui a pâti, c'est le cran que vous avez au milieu de la courbe des histogrammes de la crise sanitaire avec la Covid. Et vous voyez qu'on remonte la pente, mais on la remonte pas rapidement. Il y a d'autres problématiques qui viennent diminuer le pool de donneurs possibles et donc de greffons disponibles, avec en plus une difficulté, c'est que sur les potentiels de donneurs, on ne peut pas prélever tout le monde.
en premier lieu et de loin sur l'opposition au don d'organes, qui est encore trop importante, puisqu'on est sur des chiffres nationaux autour de 36-37% d'opposition. Donc je le rappelle, même si la salle est assez acculturée, vu que je vous ai plein de têtes, au sujet, c'est en fait, on est tous donneurs par défaut de par la loi CAIAB 76, mais on se doit, lorsqu'on approche la question lors des proches d'une personne qui est décédée d'une mort encéphalique, par exemple, de savoir est-ce qu'elle était opposée au don d'organes, ce qui est une disposition légale, donc c'est une question qu'on doit poser. Donc c'est le premier levier. Le deuxième problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de patients qui vont présenter des contre-indications au prélèvement de par leur maladie chronique ou la condition dans laquelle ils se trouvent en réanimation. Et enfin, les stratégies de prise en charge du donneur et la préservation du greffon peut aboutir à des greffons qui sont prélevés mais non greffés, avec comme proportion à peu près 3 à 7% des organes prélevés qui ne sont pas greffés. Comme première cause, en gros une qualification ou une préservation de l'organe qui n'a pas permis d'en faire un organe qualitatif pour être greffé. Pourquoi en fait il y a cette agression de l'organe, un moins bon fonctionnement? Parce qu'en fait le processus de transplantation représente de multiples étapes qui chacune vont conduire à une potentielle agression du greffon chez le donneur, parce que avant d'être un donneur c'est un patient. Et ce patient, il a subi une agression de par son atteinte cérébrale, pour on va dire, la majorité des donneurs, et ça va en soi créer une agression sur l'organisme et donc les futurs greffons. Ensuite, il y a le prélèvement lui-même. C'est un acte chirurgical, même si on le raffine, on va le voir avec le docteur Delpech, c'est quand même là aussi une agression. La phase de préservation, donc c'est la phase qui est située entre le moment où on a prélevé l'organe et le moment où on va l'acheminer jusqu'au receveur, qui pendant longtemps a été vue une phase un peu comme une stase où il ne se passait pas grand-chose, et qui est un moment en fait un peu critique sur lequel on travaille. Et enfin, la transplantation qui en elle-même est un objet chirurgical et qui est porteuse aussi d'une potentielle agression sur le greffon. Je ne vais pas vous détailler cette slide, ce n'est pas l'objet, mais juste pour souligner le fait que les mécanismes aussi intimes d'agression cellulaire lors du processus de transplantation, et notamment du moment où on va priver l'organe d'apport en oxygène, en nutriments, et au moment où on va lui restaurer ses apports, ça va générer un nombre d'agressions assez conséquentes qui vont aboutir en fait à un organe qui peut ne pas bien fonctionner. Et c'est tout l'objet de travail de l'unité INSERM, historique de l'unité INSERM, dans lequel nous travaillons avec Clara Station sur comment on va améliorer, limiter ces agressions-là. On est passé du coup notamment sur la phase de préservation, d'une situation, on va dire, historique, de la glacière, globalement. On met l'organe dans une glacière, on l'a préparé avec une solution qu'on appelle de préservation, c'est-à-dire qu'on va laver le sang qui dans les vaisseaux, on va le refroidir et surtout on va aller le transplanter. Donc en fait, il y a une notion de chronomètre qui va dépendre en plus de l'organe, puisqu'il y a des organes qui sont plus ou moins résistants à cette phase de préservation. À une approche qui s'est améliorée dans le temps, avec la notion de dire, mais en fait, est-ce que vraiment on a besoin de le laisser passivement dans une solution de préservation? Est-ce qu'on ne peut pas le perfuser? Donc ce qui est fait en routine, maintenant sur les organes les plus fragiles, notamment les reins, depuis une quinzaine d'années. L'étape d'après, c'est de dire, OK, on le perfuse, mais est-ce qu'on ne peut pas le réchauffer, lui apporter du sang, de l'oxygène, pour que cette phase en fait, de préservation, elle soit plus un moment statique d'agression, mais elle soit un moment où on peut commencer à le restaurer et commencer à pouvoir l'évaluer, voire le traiter. Et donc, ce qu'on appelle la perfusion normothermique, en fait, on perfuse du sang, des nutriments, et qui une stratégie de préservation qui est déployée en clinique sur certains organes. Par exemple, le greffon cardiaque, c'est fait par des équipes internationales, mais en France, il y a 5 équipes qui le font pour les greffons cardiaques les plus fragiles, et aussi ceux pour lesquels on a besoin d'une durée de préservation plus prolongée, parce que ça nous donne du temps. Ces différents moyens de préservation, on va essayer de les mettre en regard du potentiel en fait, de dysfonctionnement prévisible de l'organe. Donc,
Le donneur vivant, ça a d'autres enjeux dont le docteur Delpech va vous parler, mais c'est des greffons qui sont peu agressés, puisque en fait, le donneur vivant, il n'est pas malade, c'est pour ça qu'on peut le prélever. Il va très généreusement donner, en général, si on parle de rein, son rein à un receveur, et c'est des greffons qui sont d'extrêmement bonne qualité parce que, par définition, ils ne sont pas issus de quelqu'un qui a eu une agression de l'organisme et qui est malade. Après, il y a les donneurs décédés, avec le donneur en mort encéphalique, donneur standard. Alors, donneur standard, on le rencontre de moins en moins. C'est malheureusement le traumatisé crânien de 20 ans qui n'est pas malade et qui décède d'une mort encéphalique. Le donneur en mort encéphalique dit à critères élargis, ça c'est plutôt le patient de 60 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaire qui est hypertendu, qui a un peu déjà de dysfonction rénale. Là, les greffons vont être un peu plus fragiles et on va devoir lui proposer une stratégie de préservation un peu plus élaborée. Et enfin, vous avez le donneur décédé après arrêt circulatoire où la mort est causée par un arrêt cardiaque irréversible et moyennant des moyens de reperfusion des organes intra-abdominaux, on va pouvoir rendre les greffons abdominaux éligibles à un prélèvement et en regard, il faut aussi mettre des moyens de préservation élaborés. Et donc vient s'interfacer d'autres stratégies de réparation. On peut oxygéner l'organe pendant qu'il est en préservation, on peut apporter des traitements et on peut proposer, sur les plus fragiles, de la normothermie. Donc commence à s'élaborer des plans thérapeutiques personnalisés pour les greffons. Ça, c'est la médecine d'aujourd'hui. La médecine de demain dans laquelle on va s'inscrire, c'est de rajouter des éléments de qualification, c'est-à-dire comment on peut, en fin de compte, donner le go-no-go de l'organe et surtout dire lesquels vont bénéficier le plus de la stratégie qu'on va pouvoir élaborer pour le prendre en charge et lesquels vont pouvoir bénéficier d'une réparation un peu spécifique. Et donc le chemin qu'on peut prendre, il manque d'outils. Donc on travaille au CHU là-dessus avec deux aspects. Un aspect clinique sur les données recueillies à haut débit, c'est-à-dire sur une granularité de temps qui relève presque de la minute, pendant la phase de réanimation, pour essayer de dégager des comportements on va dire spécifiques de l'organisme qui seraient en lien avec comment le greffon rénal va évoluer. Et donc ça, c'est un travail qui est porté par Poitiers et en collaboration avec les équipes de Bordeaux et Limoges. Et des analyses biologiques un peu poussée, basée sur la technologie des omics, je vais revenir, qui va permettre d'avoir une fenêtre d'analyse biologique un peu fine pour essayer de voir si on peut mieux qualifier, c'est-à-dire mieux déterminer si le greffon va être en gros un bon greffon, un mauvais greffon, ou un greffon qui va mériter une attention particulière. Alors c'est quoi un anthropoïde de santé? L'anthropoïde de santé, c'est un jumeau des données cliniques qu'on a. Dans le logiciel par exemple, de réanimation, on va avoir la remontée des informations comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la pression partielle en oxygène, enfin bref, tout ce qui nous sert à réanimer un patient. Ben, en fait, c'est un certain nombre de données. Ces données, elles vont être remontées dans ce qu'on appelle les logiciels de métier, c'est-à-dire l'interface d'ordinateur que je vais utiliser pour faire mes prescriptions, analyser les données du patient. Ben, tout ça, c'est de l'information. Et cette information, on va faire une copie qu'on va basculer sur ce qu'on appelle un anthropoïde de santé qui en fait, va avoir comme fonction d'homogénéiser des données qui ne sont pas homogènes à la base. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez votre fichier PDF, votre fichier Word, votre fichier Excel. Donc tout ça, c'est pas la même chose. Bah, lui, il va manger ça pour en faire un seul type de fichier qu'on va pouvoir exploiter avec des scientifiques et analyser avec des méthodes statistiques un peu poussées. Donc c'est ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire que c'est des informations très volumineuses avec énormément de données à boutiquer. Et donc l'application qu'on a dans le monde d'organes, c'est que toutes les données du donneur, biologiques, cliniques, qu'on va pouvoir recueillir, on va les compiler dans l'anthropoïde de santé et on va essayer de faire un lien entre ces données-là et le devenir du greffon rénal. Et donc c'est des travaux qui sont en cours au CHU et dont on espère avoir les résultats dans les mois qui viennent. L'autre approche de qualification du greffon, là on part dans big data, microdonnées biologiques, c'est appliquer la technologie des omics, je vais vous l'expliquer, à la qualification du greffon. Les omics, c'est quoi? C'est la génomique, transcriptomique, protéomique et métabolomique. Si on va regarder soit le génome, soit la traduction du génome, soit les protéines qui sont issues de la traduction du génome, soit le métabolisme. Au CHU, avec le docteur Raphaël Tullier, on s'est intéressé à métabolomique. Pourquoi? Parce que c'est une analyse qui a une temporalité qui est compatible avec la réanimation du donneur. Parce que la difficulté de ces technologies, c'est que ça prend 3 semaines pour vous répondre, ce n'est pas applicable au lit du patient. Donc là, on a fait ce choix-là parce que c'est une réponse qui est rapide et compatible avec ce qu'on fait au lit du patient. Et l'idée, c'est d'intégrer ces données biologiques
Donc on prend du sang du donneur, on en extrait le plasma, et à partir du plasma, on va essayer de dégager des profils de ce qu'on appelle de métabolites, qu'en fait ce sont les produits des réactions chimiques présents dans l'organisme, pour en voir s'il y a un lien avec les profils qu'on dégage et ce que devient le greffon après transplantation. Et ce qui permettrait de rajouter un nouvel outil de qualification qui permettrait, si vous suivez du topo, en fait, d'y adosser une prise en charge spécifique du greffon en disant ce greffon, je vais le mettre sur une machine qui va le permettre, en lui apportant du sang, de l'oxygène. Je vais mettre un traitement innovant dont un exemple va vous être donné par le Dr Station et je vais l'adresser à tel patient. Parce que ce qui est aussi important, c'est faire bien matcher, même en dépendant de juste des questions immunologiques, faire bien matcher le greffon au bon receveur pour qu'en fait le chemin global soit le plus bienfaisant possible. Donc tout ça, c'est en cours. Donc, pas vous présenter de résultats, mais voilà, c'est des travaux de longue haleine, comme vous l'imaginez, et dont on va avoir les fruits bientôt. Et donc, comment on peut encore aller de l'avant? Donc, ça va être le propos de mes deux collègues. C'est un des exemples de traitement qu'on peut faire sur le greffon, c'est la thérapie cellulaire, en tout cas de ses dérivés, qui vont permettre d'aller réparer les dégâts qu'on n'a pas pu empêcher par l'ensemble des stratégies qu'on a développées, et notamment avec une fenêtre de tir en préservation et chez le receveur. Et le geste chirurgical étant en lui-même une agression, même s'il est bienfaisant, raffiner la stratégie chirurgicale en termes de précision et d'invasivité permet là aussi d'améliorer les résultats de la transplantation, et c'est tout l'objet de ce que vous présentez, le docteur Delpech. Donc on va passer au topo suivant. Je donne la parole à Clara. Tout à fait. On a eu le... Merci à vous. Et oui, Dr Station, vous êtes biologiste. Et c'est vrai qu'une fois que le donneur et que l'organe est trouvé, eh bien, c'est pas encore gagné. Il faut parfois le réparer. Et vous menez donc des recherches sur la réparation des organes, du rein en particulier. Pourquoi? Comment? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis biologiste en biochimie au CHU de Poitiers et chercheuse dans l'unité hermétiste. À Poitiers, on a une unité qui travaille spécifiquement sur la transplantation d'organes, une unité qui est labellisée Université et INSERM, dont le directeur est juste ici, Luc Pellerin. Et on cherche tous à comprendre ce qui se passe en transplantation et pour mieux déterminer les mécanismes et mieux les traiter. Donc moi, je vais faire une présentation assez différente de mes collègues. On va tenter quelque chose de minimaliste. Il n'y a que 5 photos ou 6 photos. Et je vais enrober par-dessus. Et puis vous me direz à la fin si c'était convaincant ou pas. Bon, celle-là, je peux peut-être la passer tout de suite. Alors, on commence par une jolie image de mes vacances. Alors, c'était pas tout à fait mes vacances, c'était un stage postdoctoral que j'ai fait au Brésil après mon doctorat. Et donc là, vous avez les fosses d'Iguaçu qui sont à la frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Et donc, c'est une des plus grandes cascades du monde. Une cascade, c'est pour imager en fait tous les effets délétères qui se passent pendant la préservation et qu'on appelle l'ischémie-reperfusion. Le professeur Kerfort nous en a déjà parlé. Le fait de couper la circulation à un organe pour le prélever, on fait arrêter les nutriments et l'oxygène qui arrivent à l'organe. Cette diminution drastique et brutale induit le fait que les cellules se mettent en pause. Leurs mitochondries, qui sont les organelles qui permettent aux cellules de respirer, s'arrêtent. Et on a toute une cascade d'événements moléculaires, cellulaires qui s'enchaînent et qui aboutit à un stress hypoxique. Au moment de transplanter le greffon, on a ce qu'on appelle la reperfusion, puisque le chirurgien va évidemment relier le greffon au système vasculaire rénal du receveur. On pourrait se dire que cette reperfusion, elle est bénéfique, parce que nécessaire. Mais en fait, elle est à la fois bénéfique et extrêmement délétère pour le greffon, et c'est elle qui déclenche la majorité des lésions. L'oxygène, il arrive de façon extrêmement brutale, et ça crée un stress, avec notamment la production, dont on appelle ça des espèces radicalaires, qui sont délétères pour le tissu et qui créent mort cellulaire, inflammation, dysfonction du fonctionnement des vaisseaux, bref, tout ce qui fait qu'on a besoin de réparer ces organes. Au laboratoire, on a plusieurs stratégies pour réparer les organes. On en a certaines qui s'intéressent par exemple à travailler sur des molécules qui protègent les mitochondries dont j'ai parlé. On a des gens qui cherchent à reprogrammer un peu par le métabolisme. On a par exemple Dr Marine Coué ici qui travaille plus sur l'impact de la stéatose hépatique sur la réparation. Moi plus spécifiquement je travaille sur les cellules souches.
Et ce diagramme, c'est un peu pour vous expliquer ce que c'est une cellule souche. Ça, c'est d'autres types de cellules souches qu'on trouve chez l'adulte, alors que les pluripotentes, on ne les trouve plus dans un organisme adulte. Et c'est ce qu'on appelle les cellules souches adultes. Pour ce projet, on a travaillé plutôt avec des cellules souches adultes qui ont donc la capacité de s'auto-renouveler, de redevenir elles-mêmes, mais aussi de se différencier, de se transformer en différents types cellulaires. Les cellules souches pluripotentes, il y a juste 2 exemples. C'est celles qu'on trouve dans l'embryon très précocement pendant le développement embryonnaire. Et puis, vous avez peut-être entendu parler des IPS, des cellules souches qu'on peut reprogrammer pour devenir pluripotentes. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc, pour la régénération du greffon, on s'intéresse à un certain type de cellules souches adultes qu'on est capable d'isoler à partir d'échantillons d'urine. Des cellules souches adultes, vous en avez par exemple dans la moelle osseuse, vous en avez dans le tissu adipeux chez l'adulte, mais on s'est dit que ça pouvait être pertinent d'utiliser l'urine comme substrat pour les isoler parce que c'est quand même assez facile à récupérer. Et on peut avoir en culture assez facilement des cellules qui ont ces capacités souches de prolifération et qui peuvent se différencier. Et quand on injecte ces cellules adultes, dans différents contextes, on montre qu'en fait, elles induisent des signaux de réparation dans des tissus lésés. Elles permettent de diminuer la mort cellulaire, elles induisent une immunomodulation, c'est-à-dire qu'elles modulent l'inflammation, elles permettent d'augmenter le nombre de vaisseaux qui sont localement. Donc nous, on s'est intéressé à ces cellules qu'on appelle UPC, pour cellules progénitrices urinaires. Et on n'a pas exactement utilisé ces cellules, en fait, on a utilisé uniquement ce qu'elles sécrètent. Parce que des années de recul de la communauté scientifique sur des essais cliniques à partir des cellules souches adultes montrent qu'en fait, ça marche, mais que les cellules, elles ne restent pas. C'est uniquement ce qu'elles sécrètent qui fait que ça fonctionne. Donc, quel intérêt de les injecter et de prendre un risque d'injecter des cellules si on peut mimer leur présence? Donc, on a pris des cellules, on les a cultivées, puis on a récupéré le bouillon de culture dans lequel elles poussent, et on en a isolé ces petites vésicules, qu'on appelle des vésicules extracellulaires, et qui sont en fait le reflet partielle de la cellule desquelles elles dérivent. Elles contiennent des petits micro-ARN, donc des acides nucléiques, elles contiennent des peptides, des protéines, des métabolites. Et en injectant ces cellules pendant la perfusion d'organes, en fait, c'est tout l'intérêt de ce travail. On a utilisé différents modèles et on a montré que mettre ces vésicules extracellulaires au contact d'un organe pendant sa phase de préservation permet dans certains modèles, d'améliorer la reprise de fonction précoce du greffon. Donc c'est simplement un exemple de stratégie, de molécules, de type de solution qu'on peut ajouter pendant la séquence de préservation pour diminuer les lésions de l'ischémie-reperfusion et pour induire pour diminuer la sensibilité de l'organe à cette séquence qui, comme on vous l'a dit plusieurs fois maintenant, est délétère. Donc on sait pourquoi on veut réparer, on sait comment on peut réparer. Maintenant, comment on peut tester nos idées, parce qu'on manque pas d'idées. Par contre, pour aller les prouver, c'est parfois un peu plus difficile au laboratoire. Je vais juste vous présenter 2 types de modèles. Vous savez qu'on a des modèles de culture cellulaire, on appelle ça des modèles in vitro. Donc ça se passe vraiment au laboratoire avec des cellules qu'on maintient dans des boîtes de pétri. C'est un peu le cliché du chercheur avec son microscope. Et ça, c'est un type de modèle qu'on utilise. C'est ce qu'on appelle des organoïdes rénaux. C'est des structures qui ont pour but de mimer partiellement la structure et la fonction d'un rein. Donc l'idée, c'est de reproduire ça in vitro pour éviter une partie des expériences qu'on ferait chez l'animal. Donc là, c'est des organoïdes rénaux humains qu'on a au laboratoire. Et vous voyez, c'est des petites structures qu'on voit à peine à l'œil nu, qu'on a, enfin vous allez me croire du coup, mais qu'on a des petites zones qui ressemblent à des tubules, qui sont les structures qui composent un rein. Et après, on teste différents marqueurs qu'on sait exprimer dans le rein pour voir si c'est bien des structures qui peuvent ressembler à du rein qu'on a en culture. Donc ça, c'est un premier type de modèle. Et puis après, on a des modèles plus complexes. Et à chaque fois, on va chercher à escalader nos modèles pour apporter d'autres preuves de fonctionnement de notre stratégie. Par exemple, ici, c'est un rein de porc qu'on isole à partir d'un animal et qu'on est capable d'amener au laboratoire pour le perfuser. Ça, c'est un vrai travail d'équipe. Quand on fait un rein de porc au laboratoire, on est plusieurs, techniciens, ingénieurs, chercheurs, et on tente de, pendant quelques heures, mimer
la circulation d'un rein. On peut soit mimer sa perfusion pendant les machines de perfusion, comme le professeur Kerford vous en a parlé, ou alors on peut mimer sa reperfusion quand on le transplante. Donc l'idée, c'est vraiment de mimer une partie de ce qui se passerait chez le patient. Donc par exemple, ici, si on laisse ce rein de porc pendant 5 heures sur notre circuit de perfusion, donc il y a une pompe, une solution qui circule dans le rein, on peut injecter par l'artère les petites vésicules extracellulaires. D'un côté, on injecte, on fait le même rein à côté, on n'injecte pas, et puis on compare, on voit si le rein fonctionne mieux. Globalement, c'est ça, en reproduisant l'expérience un certain nombre de fois. Donc voilà un peu pour les modèles ex vivo. Et puis après, il y a les modèles plus compliqués, les modèles chez le rongeur, les modèles chez le porc, qui sont en fait la dernière étape avant de passer à une applicabilité humaine. La finalité, évidemment, c'est le patient. Alors, ce n'est pas des patients, c'est certains membres de l'unité de recherche au repas de Noël. Mais la finalité, c'est le patient. Et après, il y a évidemment, quand on valide nos stratégies, tout un processus qui peut durer très longtemps pour aller montrer que ça peut fonctionner, que c'est faisable, que c'est sûr chez l'humain. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui comme exemple de ce qu'on développe à Hermétiste. Et un grand merci à toute l'équipe, parce que tout ça, c'est évidemment du travail d'équipe. Merci. Pas encore chez l'humain, hein, c'est ça? Pas encore chez l'humain, c'est la prochaine étape quoi, pour l'instant, c'est ça? Alors, ça a été montré dans des reins humains, mais qui ont été récusés, donc on ne pouvait pas transplanter. Ça a été testé sur ces reins-là, mais ça n'a pas été testé en clinique. Oui, d'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors évidemment, la greffe, c'est un acte chirurgical qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'est un acte chirurgical avant tout. Et pour en parler, je transmets le micro tout de suite. Docteur Pierre-Olivier Delpech, chirurgien urologue, donc spécialiste de l'appareil urinaire, auquel appartient notamment le rein. Je vous laisse la parole. Donc bonsoir. Moi, c'est un peu plus pragmatique parce que avant de pouvoir faire plein de recherches, il faut prélever et greffer. Et la transplantation rénale, c'est une histoire de couture. Et la couture, elle remonte, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Alexis Carrel qui a fait sa première greffe sur animal en 1905. Donc il y a un petit moment, mais il n'y a pas si longtemps. Et donc il s'est formé à la couture auprès des brodeuses de Lyon. Et il a réalisé donc ses premières anastomoses. Et avant, il n'y avait pas de technique et de modèle défini de couture vasculaire, ce qui lui a valu un prix Nobel. Puis par la suite, 2 équipes françaises dans les années 50 se sont bataillées pour le modèle de l'acte chirurgical de greffe chez l'homme, avec Renécus et Dubos, et puis Servel, qui était l'autre équipe en compétition. Et donc la technique qu'on utilise encore aujourd'hui pour notre greffe rénale, c'est la technique décrite par Renécus, où nous branchons le greffon sur, à ce jour, l'artère iliaque externe et pas l'interne. Et puis le modèle est toujours identique au niveau de la veine iliaque et la vessie qui est à ce niveau-là. Concrètement, aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Nous avons donc une incision en fosse iliaque droite ou gauche, et on va exposer l'espace extra-péritonéal, donc pas dans les intestins, et on va se brancher sur les artères iliaques et la veine, et la vessie qui est juste ici. Donc ici, vous avez un greffon avec 3 artères et la veine qui est là-bas. Et donc, comme le docteur Kerford nous a dit, il y a différentes sources de donneurs. Et il y a le donneur vivant, où on a les meilleurs résultats parce qu'on a des greffons qui subissent le moins de stress possible. Et puis les donneurs issus de donneurs décédés, soit par arrêt cardiaque, soit par mort encéphalique. Et donc, au CHU de Poitiers, on a acquis le robot dans les années 2015. Et quand on reprend l'histoire de la greffe du donneur vivant au CHU de Poitiers, on remonte la première greffe du donneur vivant par le professeur Robert en 1994. Et quand on reprend le compte-rendu opératoire, on faisait ça par lombotomie. Donc ça faisait des grosses cicatrices sur le côté où on réséquait les côtes. Globalement, c'était plutôt douloureux. Mais avec l'arrivée du robot au CHU, on a relancé donc cette activité-là où le patient est installé sur la table opératoire, le robot vient par-dessus et le chirurgien est à sa console et il peut donc faire sa chirurgie. Donc, comme vous voyez sur la photo ici, on a une vision en 3 dimensions, comme avec un microscope. Ici, il y a 2 artères, là et là, et la veine qui est ici, ce qui nous permet d'avoir une dissection beaucoup plus précise et fine de notre chirurgie.
Et les résultats en post-opératoire, il y a les petits trous du robot et la petite incision pour pouvoir sortir le greffon, ce qui est quand même beaucoup moins douloureux pour les donneurs, avec des suites opératoires qui sont quand même beaucoup plus simples. Et après, on s'est dit, l'avènement de la chirurgie robotique a poussé à aller de plus en plus loin dans nos indications. Et on est allé se former avec l'équipe du CHU de Toulouse, avec le docteur Doumerc, qui a décrit en 2017, donc vous voyez, c'est réellement il n'y a pas longtemps, les premières greffes celluloscopiques robot-assistées. Donc là, le chirurgien est toujours à la console, le robot au-dessus du patient, et on va positionner donc, les trocars différemment sur le ventre du patient avec une incision supplémentaire pour pouvoir rentrer le greffon. Donc, en pratique, ça c'est une vision en laparotomie. Donc, l'objectif était à hauteur de mes yeux. Donc, vous avez le greffon qui est ici, l'artère qui est là, la veine qui est là, l'artère iliaque et la veine iliaque qui sont là. Et ça, c'est l'exposition. Hop, excusez-moi, non, ça ne marche pas. Il est où? On va lancer les 3 vidéos. Hop. Ça a marché. Voilà. Donc, vous avez le positionnement du robot avec l'abord des vaisseaux, qu'on voit très bien. Donc, on a une belle dissection, vous allez voir, de l'espace intrapéritonéal, parce que le résultat, on est dans le ventre. Donc, on va exposer la veine iliaque, qui est à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on voit quand même beaucoup mieux. On est en 3D. Et juste à côté, il y a l'artère iliaque, qu'on va bien exposer, et on voit très bien. Et donc, en dessous, on voit les gestes qu'on peut faire avec le robot. Et vous voyez que la couture, on a réellement les yeux sur nos anastomoses vasculaires. Donc, on est beaucoup mieux installé pour opérer. Et en post-opératoire, on a nos petits trocars et nos cicatrices pour rentrer notre greffon. Donc, la chirurgie robotique, elle a des avantages. Parce que globalement, il a été montré que sur les patients avec un IMC supérieur à 35, on a une meilleure vision et un meilleur abord des vaisseaux. On est moins délétère sur les parois, comme le professeur Carfan disait. Donc, on entraîne moins de lésions de stress au niveau des parois. Sur les variations anatomiques, avant, on se limitait à prélever que les greffons du côté gauche parce qu'on a plus de longueur de vaisseau, moins à droite parce que forcément les vaisseaux sont plus courts parce que la veine cave est beaucoup plus proche du greffon. Maintenant, on les fait au robot, ce qui nous permet d'élargir également le pool de donneurs. Mais il y a des limites. Les limites, c'est que, premièrement, il faut avoir une accessibilité au plateau technique. À ce jour, il n'y a que 2 robots CHU de Poitiers, avec un roulement sur d'autres spécialités et puis beaucoup d'interventions, entre autres de cancérologie. Ensuite, il faut une équipe qui soit formée. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 équipes en France qui font la greffe au robot. Donc, ça nécessite un certain degré d'expertise. Et puis après, un coût aussi, parce que les consommables de cette chirurgie robotique, il faut investir dans le robot et les fils coûtent plus cher, les instruments coûtent plus cher. Donc, il y a aussi une discussion à avoir par rapport à ça. Mais tout ça, ça ne se réalise pas tout seul. Il faut avoir une équipe qui nous aide. Globalement, on est 2 chirurgiens par intervention pour sécuriser notre geste. Et puis une équipe de penseuses aussi qui sont là pour nous soutenir dans ces moments difficiles. Merci. Merci beaucoup. La taille de la cicatrice, c'est donc avec le robot, on arrive à une cicatrice qui est toute petite finalement. Alors, globalement, ça va réellement dépendre des patients. Un patient qui est plutôt maigre, l'incision en fosse iliaque droite, si on cumule l'ensemble des cicatrices, ça fait à peu près la même longueur. D'accord. Réellement, ce qu'il faut voir, c'est la vision. Comme on a pu voir, là, c'est vu de mes yeux. Oui. Et là, c'est l'anastomose vue avec le robot. Donc, on est réellement comme si on opérait avec un microscope. Alors que là, on est quand même, c'est moins confortable pour faire des anastomoses, surtout si c'est au fond. Et comme tout derrière en découle les phénomènes d'ischémie et reperfusion, parce que forcément, quand on fait nos coutures, on met du temps, on met des clans. Donc, plus c'est difficile, plus la durée d'ischémie tiède, parce que là, le greffon, il est à température ambiante.
il va avoir des lésions d'ischémie-reperfusion qui vont commencer à s'installer, enfin à continuer. Et si on fait une anastomose en 1 heure, et forcément, ça se passe moins bien qu'une anastomose qui se passe en 20 minutes. Voilà. Et pour passer le greffon, on le passe, pour l'installer à sa future place. On l'insère par l'orifice du milieu, c'est un petit peu plus gros. Un Ok. greffon, quand il n'est pas vascularisé, il s'affaisse un petit peu. C'est ça, Ça fait à peu près 8 cm. À peu près. Ok, d'accord. Et après, à l'intérieur, hop, il reprend toute sa place. Quand on le reperfuse, c'est ça. Ouais. il reprend son volume. Très bien. Ça va, la vidéo, c'était supportable? C'était bien, vous a pas prévenu, mais... Est-ce qu'il y a des questions déjà ou des réactions dans la salle face à tout ce qu'on vient de se dire? Le robot, on peut l'envisager qu'avec... Tenez, prenez le micro, madame, comme ça tout le monde vous entend. L'utilisation du robot, on peut l'envisager qu'avec un donneur vivant, pas un donneur cadavérique. Alors, c'est que sur les donneurs vivants, parce que l'accessibilité au robot est très contrainte. Les greffes de donneurs décédés, c'est à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et là, on n'a pas accès au robot, c'est pas dans le même bloc opératoire, ça mobiliserait trop de moyens pour pouvoir le faire. Et puis, tous les patients ne sont pas affaires au robot. C'est aussi l'un des messages qu'il faut avoir, parce que quand on met nos clans au niveau des vaisseaux, on se retrouve de temps en temps avec des vaisseaux avec des calcifications. Quand c'est ouvert, on peut reclamper, on est quand même mieux préparé à l'imprévu, alors qu'au robot, on limite au maximum l'imprévu parce que on est à l'intérieur, et s'il faut, il faut ouvrir en catastrophe, on est réellement beaucoup moins bien. Donc, c'est réellement dans des contextes assez spécifiques. On ouvre un peu le moment des questions. Juste avant que vous preniez la parole, est-ce que je peux vous inviter, Madame Station et Monsieur Carford, à venir sur scène? Voilà, vous installez vous aussi dans les fauteuils, qui ont l'air très confortables en plus. Allez-y. Est-ce qu'on peut vivre avec un seul rein? On peut vivre avec un seul rein. Donc, un donneur peut donner un rein. Oui. Et quelles sont les compatibilités aujourd'hui? C'est toujours aussi compliqué ou... Alors, le parcours, c'est un parcours du combattant parce que l'objectif, c'est de ne pas avoir 2 insuffisants rénaux. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un patient qui, si on enlève un rein, puisse derrière avoir une vie normale sans avoir d'aggravation de sa fonction rénale pour pas qu'il se retrouve, lui, à son tour, dans une situation d'insuffisance rénale. Donc, il faut prévenir toute complication, tout facteur qui favorise l'insuffisance rénale, comme l'hypertension artérielle, le diabète et ces éléments-là, qu'il n'y ait pas de cancer, parce que si derrière il y a un cancer, c'est quand même mieux d'affronter un cancer avec 2 reins s'il y a des chimiothérapies ou des choses comme ça. Pas de foyer infectieux profond, parce que pareil, faut limiter au maximum toute complication de ce geste, parce que ça reste un geste chez quelqu'un de bien portant. Et c'est ça qui rajoute du stress à cette intervention-là, à ce chemin-là, sur le plan chirurgical, c'est que on va prélever quelqu'un qui est bien portant, et donc ce greffon-là, il a une valeur encore plus importante pour la greffe. Même si la personne est assez âgée? Alors, il y a des couples âgés. Alors, j'ai pas de chiffres de ce côté-là sur le couple plus âgé qu'on ait fait. Là, j'ai pas la notion du couple âgé. Par contre, en patient décédé, on a greffé des patients de 80 ans. Très bien. Très bien, merci. Il y a une question au fond là-bas, mais juste avant, justement, pour rebondir sur cette question du donneur, le suivi, tout ce que vous venez d'indiquer, ça veut dire que le donneur, une fois qu'il a donné un organe, vous le revoyez plusieurs fois par la suite? Il y a des examens complémentaires? Il y a tout ça? Les néphrologues, oui, mettent en place un suivi derrière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'hypertension, de diabète, voir l'évolution de la fonction rénale. Donc il y a tout un suivi derrière qui est protocolé par l'agence biomédecine. Et ça, c'est plus les néphrologues qui gèrent ce versant-là de la prise en charge. Mais voilà, après, on peut durer limite au maximum. Ça peut durer longtemps? Vous savez, ça peut durer longtemps ce suivi là. Enfin, il y a des obligations médicales qui durent. C'est à vie. Ok, très bien. Une question au fond. Oui, bonsoir. Merci pour ces 3 présentations. Ma question concerne la médecine de demain. Qu'en est-il des xénogreffes? Xénogreffe. Alors, la xénotransplantation,
comme on dit, c'est un vieux serpent de mer, dans le sens où les premières initiatives, elles ont plusieurs décennies, c'est pas un truc nouveau. Il nous faudra une petite définition aussi. Alors la xénotransplantation, c'est en fait le fait de transférer un organe qui n'est pas issu d'un être humain dans un être humain. Donc en gros, c'est utiliser des espèces non humaines pour pouvoir avoir des greffons fonctionnels. Donc c'est une idée qui est ancienne, parce qu'encore une fois, ça fait des décennies qu'il y a des initiatives sur le sujet, avec une barre majeure. Enfin, il y a deux barres majeures. La première, c'est des problèmes d'immunité, puisque plus on s'éloigne de l'homme, plus le système immunitaire va reconnaître l'organe comme étant étranger, et des problèmes infectieux. Parce qu'en fait, nos génomes, ils intègrent au cours de l'histoire un certain nombre, pas notre histoire personnelle, mais l'histoire de l'espèce, un certain nombre de virus qui sont inactifs et pour lesquels ils ne rendent pas malades, mais parce qu'on est nous. Et donc il y a certains virus de ce qu'on appelle de zoonose qui peuvent se réactiver lorsqu'ils sont mis dans un organisme qui en fait n'est pas calibré pour gérer cet aspect immunitaire. Le grand gap qui a été passé, c'est-à-dire la grande frontière qui a été passée récemment, c'est les moyens technologiques qui ont permis de modifier génétiquement des espèces, notamment l'animal candidat, c'est le porc pour plein de raisons, des raisons anatomiques, des raisons d'acceptabilité, on va dire, et de connaissance de l'espèce elle-même. Et donc il y a eu un grand pas en avant grâce aux technologies de ciseaux moléculaires, parce que ça a permis d'aller transformer le génome de manière précise sur ce qui nous intéressait en termes de marqueurs qui faisaient reconnaître l'immunité. Et donc toutes les barres qui n'ont jamais pu être franchies au préalable ont pu l'être. C'est pour ça qu'on est passé d'expérimentations qui n'ont jamais vraiment abouti à des projets cliniques de recherche. Alors, c'est énormément d'argent, donc qui sont développés à ce stade aux États-Unis. Avec la FDA qui a validé. Donc la FDA, c'est l'entité qui gère un peu, c'est l'agence du médicament en gros aux États-Unis, qui donc a validé des protocoles de recherche clinique. En clinique, là on est chez l'homme, on n'est pas de xénotransplantation. Il y a eu des communications grand public qui ont été faites sur une patiente greffée rénale qui a gardé son xénogreffon pendant 3 mois avant d'être transplanté avec un greffon humain. Donc voilà, les frontières s'amenuisent. Là maintenant, il y a une question de coût. Une fois, c'est extrêmement cher. Il y a une question de la place dans l'arsenal thérapeutique, comme je vous l'ai expliqué en préservation. L'idée, c'est d'arriver à personnaliser la médecine de manière à dire, voilà, j'ai ce patient qui a ce besoin de greffon. Est-ce qu'il faut mieux le greffer avec un donneur vivant, le greffer avec un xénogreffon en attente d'une autre solution, pas à destination, c'est-à-dire pas comme traitement définitif, mais ce qu'on appelle en anglais en bridge to, c'est en pont vers une autre stratégie thérapeutique, comme ça a été fait pour la patiente aux États-Unis. Donc voilà, il y a vraiment cette question de la place que ça a. Donc il y a une opportunité. Plusieurs équipes en France travaillent en collaboration avec les États-Unis sur le sujet, parce qu'on a des moyens technologiques qui n'ont pas. Mais c'est énormément de moyens à investir pour pouvoir le développer. Une ferme de xénoporcs, entre guillemets, c'est un investissement qui est énorme, qu'il faut pouvoir assumer. Et avec une question, pour l'instant, on n'en connaît pas la bienfaisance au sens populationnel du terme. OK, c'est faisable, OK, ça marche. Mais à qui, à quel prix, dans plein de dimensions du mot prix, et voilà, est-ce que l'acte, comme tout acte médical, il est bienfaisant ou malfaisant? Et ça, pour l'instant, c'est impossible de le dire. Là, on est à la phase, on dit, oui, c'est faisable, on l'a fait, avec des résultats qui sont corrects, et que ce soit pour la transplantation rénale ou cardiaque. Mais la place reste à définir de ce traitement. Oui, une nouvelle question. C'est parce que moi, je demande... après. C'est une petite. C'est-à-dire que le greffon du donneur, là, on ne peut pas le travailler quand il est dans le cœur, avant la transplantation, je veux dire, avant de le retirer. Alors, en fait, faut bien savoir que si on prend l'histoire un peu greffon centré, si on s'affranchit du patient, par exemple, si on prend l'exemple d'un greffon rénal.
greffon rénal, dans son histoire, il y a toute l'histoire de l'individu, avant qu'il soit un donneur. Donc, est-ce qu'il avait des maladies? Est-ce qu'il était exposé à des toxiques? Est-ce qu'il avait un capital génétique qui faisait que ses greffons, ses néphrons, enfin son stock de ses reins, pardon, avait une fonction de base qui était ce qu'elle est. Il y a ce qui l'a conduit en réanimation, une accident de la route, il a fait un AVC, il a fait un arrêt cardiaque, on l'a ressuscité, il a eu un manque d'oxygène au niveau du cerveau, mais aussi de l'ensemble de l'organisme. Donc voilà, il y a tout ce qui en fait a agressé son organisme et pendant qu'il était un patient de réanimation pour lui-même, c'est-à-dire avec un objectif thérapeutique. Il ne répond plus aux thérapeutiques, il en décède. On détermine qu'il est décédé, il devient un donneur potentiel. Donc là, c'est le travail de la coordination, c'est des prélèvements d'organes, c'est de tourner un peu autour du donneur, de ses caractéristiques, pour voir si, il est donneur vraiment, s'il est prélevable. Et ensuite, c'est effectivement, alors je passe la question de l'opposition, parce que ce n'est pas la question que vous posez, mais en tout cas, voilà. Donc il devient donneur. Là, effectivement, c'est un des objets de mes travaux personnels, c'est de dire... on a des moyens d'optimiser la réanimation d'organes chez le donneur de manière à limiter déjà les agressions qui sont liées à cette phase en fait de la vie du greffon. Après, si on fait des traitements spécifiques, par exemple, comme l'a présenté le docteur Stechen, le problème, c'est que quand on s'adresse à un organisme, ce qui est bien pour le rein, je ne suis pas sûr que ce soit bien pour le foie. Je ne suis pas sûr que ce soit bien pour le cœur, par exemple. Donc faire un traitement un peu holistique, la panacée, au sens grec du terme, on va donner un traitement qui va tout réparer. C'est pas sûr que ça marche. Et il y a des travaux où, lorsqu'on teste une thérapeutique, dans l'objet qui nous intéresse du donneur, il faut qu'on sache si oui, ok, ça répare le greffon rénal, mais est-ce que je suis pas en train de détruire le foie, détruire le cœur, détruire les poumons? Donc on est sur une question qui doit être bienfaisante dans son ensemble. Et donc c'est pour ça que les actions un peu ciblées probablement il y a des actions un peu holistiques qu'on peut faire chez le donneur, mais il y a des actions où elles doivent être menées probablement sur l'organe isolé pendant sa phase de préservation, parce qu'on sait que là, il est tout seul, entre guillemets, et qu'on va pouvoir avoir une action thérapeutique ciblée qui va le réparer spécifiquement. Donc c'est pas incompatible, mais il faut faire très attention dans ce qu'on fait, parce que, encore une fois, si on n'est que rein centré, on peut abîmer d'autres organes. Ça aurait été trop beau, évidemment. Une question. Oui, moi j'ai une question dans la continuité un peu du futur. Est-ce qu'on pourrait envisager, j'ai lu des choses dessus, mais c'est bien de poser la question aujourd'hui, sur sortir de quelque chose de l'ordre du vivant pour passer à comme une boîte qui pourrait filtrer, pour le rein en l'occurrence, je ne sais pas comment exprimer, mais si vous voyez ce que je veux dire, comme avec l'impression 3D et ainsi de suite, et puis imaginer quelque chose comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Il y a tout un pan de la recherche qui essaye de faire des organes artificiels. Donc nous, on ne travaille pas dessus à Poitiers au vu de la taille de l'équipe qu'on est. On peut pas tout faire, mais il y a effectivement des équipes qui ont des super résultats sur l'obtention de structures in vitro, donc au laboratoire, à partir notamment de cellules souches pluripotentes induites. Donc c'est les cellules qui étaient tout en haut de la colline, qui peuvent devenir n'importe quoi. Elles peuvent notamment donner des organoïdes de rein, des organoïdes de cerveau, des organoïdes de foie. Là, on est dans la matière, quoi. Du coup, exactement. On est dans la matière du vivant, quoi. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de... Comme je compare ça au pacemaker, qui est une pièce qui n'est pas du vivant, quoi. Oui, technologique, en fait, quoi. Ces structures, ouais. Tu peux les utiliser in vitro pour tester les choses, mais on peut aussi se dire qu'elles, si on montre qu'elles ont une fonction, on pourrait les injecter en tant que telles. Alors dans le cas du rein, c'est pas vraiment à l'étude, mais pour le foie, par exemple, il y a beaucoup d'essais d'injection de structures hépatiques à partir de cellules souches pour promouvoir la fonction du foie in situ. Donc injecter des choses soit bioconstruites ou bio-imprimées, construites avec l'avancée technologique et du bioengineering, ça se fait, okay. En tout cas chez l'animal, d'injecter des structures cellulaires vivantes pour booster les organes. Mais ça, ce serait peut-être plus en amont, finalement, d'en avoir besoin d'être transplanté. Ce serait plutôt pour réparer des organes endommagés dans un contexte de lésions chroniques ou aiguës selon les organes, mais c'est un peu en dehors de la transplantation, à mon sens. Mais on ne remplace pas encore un organe par un organe artificiel. Pas encore. Alors, par contre, s'il existe par exemple, des cœurs artificiels totaux, où on remplace... Mais
c'est pas des stratégies de destination, c'est-à-dire que c'est pas une finalité. Ces stratégies de suppléance d'organes, en fait, sont totales, parce que là, c'est pas on aide un organe à fonctionner, c'est qu'on le remplace dans son intégralité. En fait, a pour objectif d'être un pont. Je reprends le terme anglais de bridge to, c'est un pont vers. C'est des patients qui sont en attente de greffe. C'est que ça reste le traitement de les greffer, parce que c'est quand même un sacerdoce. Il faut imaginer le patient qui est à son cœur artificiel total, bon, il est vivant, mais il est branché à 2 batteries, que ça expose à des risques. Pour l'instant, on n'a pas les moyens d'avoir... on ne peut pas encore le recharger complètement comme son iPhone, toute la ligne de connexion, ça peut s'infecter. Ça expose à des traitements très lourds, anticoagulants, dont des fois, ce qu'on appelle la fourchette thérapeutique est étroite, c'est-à-dire qu'on est obligé d'anticoaguler très fort le sang pour pas que ça coagule, le circuit coagule. Mais le prix à payer, c'est que ces patients ils vont faire des complications hémorragiques, et notamment cérébrales, qui malheureusement conduisent au décès. Il y a ce qu'on appelle un peu il y a les pancréas artificiels, c'est les pompes à insuline en fin de compte. C'est qui sont asservis, en fait, on peut les rendre de plus performants dans leur asservissement à la glycémie. Mais ça marche pas mal, mais pour l'instant, ça ne remplace pas un pancréas organe. Le rein, il y a un raffinement, entre guillemets, des systèmes de dialyse. Il y a de la dialyse au domicile, pas en domicile, mais en self-service quasiment. Il y a des dialyses en péritonéale quand c'est possible. Mais ça reste quand même une stratégie où il est montré qu'il faut mieux greffer les patients qu'avoir ce type de prise en charge. Les poumons, il y a eu des tentatives d'extracteurs et de systèmes en fait qui viendraient suppléer les poumons qui permettraient de compléter en fait dans son rôle le fait d'extraire l'oxygène et de retirer le CO2, mais ça marche pas très bien. Donc en fait, voilà, on n'a pas de suppléance mécanique très satisfaisante. Ça viendra peut-être, et encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir la solution, mais d'avoir une multitude de solutions pour pouvoir en fait trouver, comme n'importe quel traitement, celle qui sera le mieux adaptée aux patients qu'on a en face de nous. Donc c'est pas exclusif en fait, c'est des choses qui sont probablement complémentaires. Très bien. Oui. On continue sur les questions pour l'instant. D'accord, ça marche. Oui. Je voulais revenir sur le problème de l'offre et la demande. Vous nous avez expliqué qu'on était sur un rein pour 3 besoins. Il y a un pas qui a été fait. Avant, nous n'étions pas donneurs. Il fallait expliquer qu'on voulait bien donner nos organes. Maintenant, on est tous donneurs et il faut exprimer notre volonté si on ne veut pas le devenir. Mais est-ce qu'il y a une avancée qui va être faite sur le... Par exemple, si moi, demain, j'ai un accident, je veux être donneuse. Si ma famille, sous l'émotion, le choc refuse, est-ce qu'il y a une avancée Alors, le consentement, en fait, c'est une notion de consentement explicite ou implicite. Depuis 1976, donc c'est pas nouveau, parce qu'en fait, il y a une confusion entre la loi de 1976 de Caillavet qui fait qu'on est tous donneurs par défaut, et on doit rechercher l'opposition, parce qu'on a le droit de ne pas être pour. Donc ça, et le décret de 2016 qui réaffirmait la manière dont on peut affirmer qu'on est contre. Donc des fois, il y a eu un petit raccourci qui s'est fait en disant c'est que depuis 2016 qu'on est tous donneurs. On est tous donneurs depuis 1976. J'étais pas né. La principale avancée à avoir, la principale problématique de l'opposition, il y a de multiples causes. Mais déjà, s'il faut en parler. Parce que pourquoi ? Les proches qui sont en difficulté, le délai moyen entre l'admission pour un dégât cérébral et le passage en mort encéphalique, c'est 2,4 jours. En fait, en 48 heures, le proche est admis en réa et il décède. Donc, l'équipe de réa annonce que la personne est décédée. Puis après, une fois que c'est intégré dans la mesure où ça peut l'être par la famille, on aborde la question du don d'organes, si c'est un donneur ou une donneuse potentielle. La difficulté, c'est quand on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que la famille qui est dans le état que vous pouvez imaginer, elle doit se dire « Ok, mais qu'est-ce qu'aurait voulu mon proche, qui en a déjà, s'ils n'ont pas échangé autour de ça, dans des conditions où ils ne sont pas en capacité d'y répondre formellement de manière, on va dire,
sereine, c'est pas le mot, mais en tout cas avec un degré de certitude. Et des fois, effectivement, la réponse qu'on a, mais c'est la seule qu'on a, c'est l'expression de la situation. Mais c'est le seul témoignage qu'on a. Donc la meilleure réponse à la question, c'est qu'il faut se positionner, il faut en parler. Il faut en parler au sein de sa famille, il faut en parler autour de soi, en disant, pour que les gens, justement, si malheureusement la situation se présente, ils puissent témoigner de manière affirmative en disant Marion, elle a dit qu'elle voulait donner. Et oui, Marion est infirmière dans mon service, c'est pour ça qu'on se connaît un peu. On pouvait donner. Et en fait, c'est ça la difficulté. Et c'est ça le premier pas, c'est qu'il faut qu'en fait, il y ait des vraies informations de santé publique pour les gens, les concitoyens s'emparent en fait du sujet et se positionnent. La grande majorité des cas, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de positionnement et on s'adresse à des proches qui sont en difficulté. Et on est tous donneurs présumés, mais encore une fois, on a le droit de ne pas être pour. Donc on se doit de... Premier, je répète, donc première manière de dire qu'on n'est pas pour, c'est de s'inscrire sur le registre national de refus. C'est un registre où on ne peut pas prélever quelqu'un sans l'interroger. C'est impossible. Donc déjà, c'est le moyen le plus objectif, en fin de compte, d'avoir l'information. Et après, il y a des modalités d'expression de l'opposition qui sont décrites dans l'arrêté d'août 2016. Bon, la plupart du temps, dans une situation où il faut qu'on voit avec les personnes qui sont plus à même de témoigner de ce qu'aurait voulu, ou surtout pas voulu la personne, malheureusement, des situations qui sont un peu dramatiques. Les moyens d'expression explicites, en fait, carte de donneur, si on est un peu moderne, sur le volet urgence de votre smartphone, vous pouvez mettre si vous êtes donneur d'organes. Ça, on les regarde, mais c'est que des objets de discussion. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller voir les proches qui ne vous ont jamais parlé en disant écoutez, on a retrouvé ce témoignage mais ça ne s'affranchit pas du fait qu'on doit poser la question. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et après, il faut bien comprendre que plus on en parlera et plus... c'est pour ça que je porte du temps ce soir, mais c'est pas l'objet principal. Plus on en parlera et plus on le diffusera, plus ça sera facile pour les proches. Parce qu'en fin de compte, ne pas en parler, c'est mettre ses proches en difficulté aussi pendant ce type malheureusement de situation et d'événements. Et ce qui ressort, c'est la peine de la situation, la colère. Il y a beaucoup d'idées de problématiques sociétales aussi. Il y a des pics d'inscription sur le registre national de refus pendant toutes les grandes crises sociales. Crise des retraites, ce qui n'a rien à voir, pic d'inscription. Probablement que là, je ne vais pas regarder pendant les débats on va dire houleux et chroniques de notre Assemblée, pic d'expression. Voilà, dès qu'il y a un mouvement sociétal, ça c'est bien montré et c'est bien associé à l'opposition et à l'international, c'est pas franco-français. L'absence d'adhésion au système avec un grand S, ça conduit à la même symptôme. Il y a une augmentation de l'opposition. Donc, et c'est avec ça qu'il faut dealer. Il y a des choses qui sont à l'échelle nationale, et ça, on n'a pas la main dessus en tant que soignant. Et il y a des choses qui sont à l'échelle de notre établissement, où la professionnalisation de l'abord des proches, c'est un métier de poser la question correctement. L'accueil dans les services de réanimation, les dynamiques, à bien appréhender les dynamiques familiales, parce que je ne vous cache pas qu'on est maintenant plus souvent sur la famille recomposée 3 fois avec la concubine qui ne parle pas aux enfants et enfin voilà, ces situations humaines qui sont vraiment extrêmement compliquées, avec lesquelles il faut arriver à avoir l'expression de ce qu'aurait voulu la personne en fait. Donc c'est ça qui est complexe. C'est pas si simple que on est tous donneurs terminado quoi. Oui, on l'a vu dans les chiffres, c'est vrai que du coup, il y a des greffes qui ne se font pas parce que même si le patient était d'accord de son vivant, les proches refusent au moment donné. Et donc là, mais ça n'en savent rien. C'est que s'il l'a pas dit. Oui, s'il l'a pas dit, voilà. Et petite question, il n'y a pas de registre où on donne son accord. Ça n'existe pas et ça, c'est pas efficace. Alors, en France, ça n'existe pas. Il y a des pays qui le font. Il y a des pays qui font cohabiter les deux. Ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux. D'accord. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vraie... L'Espagne, qui est un peu un pays emblématique qu'on cite régulièrement parce qu'ils ont des chiffres qui sont excellents. En fait, c'est pas la problématique de la manière... C'est explicite ou implicite. Surtout qu'il y a une politique de santé publique, d'information du grand public qui est majeure.
C'est quand on expose la problématique, elle est évoquée dans la formation scolaire. Il y a on arme les équipes de coordination, une dotation de soignants spécialisés qui est conséquente. Mais il y a un vrai... les quelques fois où malheureusement, entre guillemets, on a eu affaire à des ressortissants espagnols, c'est pas la même chose. Ils sont tous acculturés au don, ils sont tous à quoi ça sert, comment, et il y a une sensibilisation. C'est très, entre guillemets, c'est très facile. Donc c'est vraiment une question d'information et de formation du grand public. Très bien. Ce qui me surprend, c'est que la famille... Où est le micro? Oui, allez-y. Pardon, c'est que j'avais pas vu que vous aviez le micro et j'allais enchaîner sur autre chose. C'est pour ça que... D'accord, allez-y. Mais après... Parce que ce qui me surprend dans cette procédure, c'est que la parole de la famille ait plus de poids que la loi qui a été établie, selon laquelle, d'emblée, sauf si on a dit non, on est donneur. Vous l'avez dit vous-même, c'est la loi. On est contraint. Alors quand je dis contraint, j'y crois personnellement, parce que le but, c'est respecter la volonté des gens. Sinon, c'est soleil vert, on pose la question aux personnes. La loi nous contraint à recevoir quelle était la vie de la personne, parce qu'on peut pas. Enfin, on est tous donneurs présumés, mais la personne avait le droit de dire je ne suis pas pour le don d'organes, je ne suis pas pour donner des organes ou donner des restrictions. Et ça, on se doit d'aller le rechercher. C'est la liberté de la personne aussi, en fait, d'avoir Et donc, de fait, la seule manière d'avoir ce témoignage, c'est de discuter avec ceux qui sont plus à même d'en témoigner. Malheureusement, du coup, je réinsiste sur ce point, c'est que pour que le témoignage soit le plus fidèle possible, il faut que les gens en aient parlé. Si c'est juste sur de la supposition, ah oui, il était généreux, donc peut-être qu'il aurait donné, ou au contraire, c'est ça en fait la difficulté, c'est poser la question aux proches, les conscients, ils ne peuvent pas y répondre. Oui, bien sûr. Avant d'aller plus loin, gardez vos questions. Je voulais juste passer la parole à Éric Guillet, qui est dans la salle. Vous l'avez peut-être vu dans le set de cette semaine. Il a témoigné, lui-même a bénéficié d'une greffe. Éric Guillet, donc vos reins ont commencé, je raconte un petit peu, à dysfonctionner à l'âge de 21 ans, si j'ai bien lu l'article. Et vous avez même bénéficié de 2 greffes de reins à 18 ans d'intervalle. Ma première question, ce serait un peu, quand est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait remplacer votre rein? Quelle a été votre réaction? Et puis, combien de temps vous avez attendu? Combien de temps ça a duré, tout ça, quoi? Donc, à l'âge de 21 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes. J'ai rencontré un néphrologue, ils ont analysé, ils ont essayé de sauver mes reins pendant 3 ans. Et donc ça, je vous dis, c'était en 1990. Oui, et en 90, ils avaient peur que ma maladie reprenne sur le greffon si j'étais greffé tout de suite. Donc il fallait absolument que je fasse 3 ans de dialyse avant de pouvoir m'inscrire sur la liste d'attente. Donc il y a plusieurs méthodes de dialyse, on l'a évoqué. Il y a l'hémodialyse, la dialyse péritonéale. Bon, la plus adaptée pour moi, c'était la dialyse péritonéale. J'étais jeune, dynamique. C'est une dialyse facile à faire, on la fait chez soi, c'est en continu, donc c'est une dialyse douce. Il y a un protocole à respecter, mais ça reste une dialyse douce. Donc j'ai attendu ces 3 ans, j'ai fait tous les examens pour pouvoir m'inscrire sur la liste d'attente. Et puis ensuite, j'ai attendu quand j'étais inscrit. Et donc là, j'ai encore attendu 5 ans et demi. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la dialyse... on a cette chance-là, en tant qu'insuffisant rénal, d'avoir un moyen de pallier à la défaillance de nos reins, mais ça ne remplace pas un rein. Un rein, il gère plein de choses. Entre autres, on a des régimes à côté, régime sans sel, sans potassium, sans phosphore. Le calcium, il n'est pas bien réparti. La tension, elle a tendance à monter fort. Donc, il y a tout ça à gérer. Ça gère tout ça, le rein, effectivement. Exactement. Donc... moi, j'ai eu quelques soucis pendant ces temps de dialyse. Et donc, j'ai été greffé la première fois en 1999 avec un donneur décédé. Déjà, en 1999, c'est ce que j'explique dans l'article, ma famille, mes frères et sœurs, ils m'avaient déjà proposé de donner un rein. Mais je savais qu'en 1999, donner un rein, c'était très compliqué.
le donneur souffrait beaucoup plus que le receveur. Et donc moi, j'étais pas prêt à ça. Et donc j'ai été greffé avec une personne décédée. Alors on est content, hein, c'est ce que j'explique, on est heureux parce que 8 ans et demi d'attente en dialyse, c'est pas rien. Et à la fois, on sait qu'il y a une personne qui est décédée et qui a fait don. Donc j'ai été greffé une première fois. La greffe s'est très bien passée. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes qui m'ont conduit à plusieurs opérations. Et suite à ça, j'ai fait un rejet chronique. Et donc là, il a fallu réadapter le traitement. C'est la chance qu'on a maintenant, c'est qu'on a une multitude de traitements immunosuppresseurs, les médicaments qui évitent le rejet d'organes. Et puis, grâce à ça, mon greffon, il a survécu 18 ans et demi. 18 ans et demi, durant lesquels votre vie était quasiment normale, on peut dire ou... Oh oui, beaucoup mieux que ce que je peux vivre en dialyse. Oui. Bon, il y a le traitement qui est vraiment... Il est très important de le respecter, c'est-à-dire toutes les 12 heures, prendre son traitement à heure fixe pour éviter de dégrader la fonction rénale. Et puis, bien sûr, respecter le régime, faire attention. Mais le régime, il est très, très léger quand on est greffé. Il faut savoir que moi, j'ai appris que quand j'étais en dialyse, que dans les glaces, il y avait du sel et qu'il ne fallait pas que j'en mange, quoi. C'est fou, ça. Oui, on n'imagine pas. Non, on n'imagine pas. Non. Effectivement. Et vous avez dû être greffé une deuxième fois. Vous allez nous dire pourquoi, mais surtout, à ce moment-là, c'est votre frère qui a donné son propre rein. Est-ce que vous avez hésité? Est-ce qu'il a hésité à un moment donné? À lui, non, jamais. Déjà, dans les années 90, il était prêt à donner, alors là, encore plus prêt. Et ce qui est drôle, c'est que je suis issu d'une famille de 6 enfants. Ma grande sœur est décédée et mes 2 frères et sœurs qui étaient prêts à donner eux aussi. Enfin, ils étaient tous donneurs pour moi. Et ce qui est drôle, c'est que le frère qui dès le début, se proposait de donner, c'est lui qui était le plus compatible avec moi. Ah oui. Et c'est vrai qu'il est tellement compatible qu'on est presque jumeaux au niveau tissulaire, même si on a 4 ans d'écart, quoi. Et moi, je vois la différence. Déjà, le chirurgien qui m'a opéré a fait ça super bien. Est-ce qu'il est dans la salle? Oui, il est dans la salle. C'est vrai que la cicatrice est beaucoup plus petite. Et puis, le traitement, surtout, est beaucoup plus léger. Parce que comme il est très compatible, le traitement que j'ai, c'est un immunosuppresseur au lieu d'une bithérapie. Et c'est toutes les 24 heures. Donc, le matin, je prends un médicament pour éviter le rejet d'organes. Et depuis, ça va très bien. Et oui, la première fois, vous aviez refusé que votre frère fasse ce geste-là. La seconde fois, vous avez accepté et voilà. Et vous ne le regrettez pas. Lui non plus, il va bien? Non, il va très bien. Ouais. Très bien. Alors c'est vrai que pour vous lui rendez hommage pour le donneur, c'est un vrai parcours. Ouais. Ça se fait pas mais comme oui, ça. Je lisais effectivement examens médicaux, un comité d'éthique aussi. Oui. Ça psychologue, vous pouvez nous détailler ça? Oui. Le comité d'éthique, ce que j'en ai compris, vous me reprendrez si jamais. C'est un ensemble de personnes qui va s'assurer que le donneur a bien compris la loi, le sens de la loi, et puis il s'assure aussi qu'il n'y a pas d'influence quelconque, que j'aurais pu influencer mon donneur d'une façon ou d'une autre. D'accord. Même si entre frères, je pense qu'il y a une influence implicite. Peut-être ça. Vous avez autre chose à ajouter sur ce comité d'éthique? C'est essentiellement pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de pression extérieure, qu'il n'y ait pas de commercialisation cachée des choses du don, et que ce soit ni des donneurs sous influence, ni des tractations commerciales un peu cachées, quoi. La vente d'organes est interdite en France. C'est bien de le rappeler aussi. Hein, donc, il faut rappeler les évidences des fois. Bon, et vous lui rendez hommage effectivement à ce frère Alain dans le 7 de cette semaine. Que vous trouverez en haut. La greffe a eu lieu un peu avant Noël, donc c'est mon Père Noël. Très bien, c'est votre Père Noël. Merci beaucoup, Monsieur Guillet, pour ce témoignage. On reprend les questions.
Et vous en aviez une, vous, devant. Allez-y. Oui, ma question va bien poursuivre le témoignage de monsieur, car j'aurais voulu savoir s'il y avait un nombre limite de greffes pour une même personne, sachant que ma fille a été greffée à 26 ans rein-pancréas, a fait un rejet de greffe, donc à 42 ans, elle a été regreffée rein uniquement. 42 ans, je ne pense pas que le greffon puisse aller jusqu'à l'âge de 82. Je ne sais plus où on en est au niveau de l'espérance de vie des femmes. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité de greffe? Alors, sur les greffes, on peut en faire beaucoup. On peut se mettre... Alors, vu qu'il y a le pancréas, c'est un peu plus délicat parce qu'il se positionne sur l'endroit où on se met en troisième greffe. Donc, c'est là, il faut qu'on... Après, il faut regarder le dossier, regarder les axes vasculaires. Et après, on peut, même comme Jonah Lemou, être greffé en orthotopique, c'est-à-dire qu'on se met beaucoup plus haut et on enlève le rein et on se met à la place des reins qui étaient en place. Donc on peut monter jusqu'à 3-4 greffes. Nous, globalement, en Poitiers, on en fait 3 assez régulièrement. Mais après, voilà, il y a des spécificités avec le pancréas où il faut voir parce que forcément, l'implantation forcément se met sur un axe vasculaire où on se met pour la troisième greffe. Donc, c'est un dossier à regarder, mais c'est possible. Là, elle n'a pas eu de greffe de pancréas la deuxième fois, donc elle est redevenue diabétique. Donc je ne sais pas s'ils ont laissé le pancréas à sa place, comme la première fois, ils avaient laissé les 2 reins et le pancréas. Alors généralement, moi je vais parler de ce que je connais, c'est les reins. On les laisse en place. Oui. Et on les enlève que s'ils sont symptomatiques, c'est-à-dire que si on baisse l'immunosuppression, on n'arrive pas à l'enlever et ils deviennent symptomatiques sur les greffons. Donc dans ce cas-là, on peut les enlever ou les emboliser. Il y a deux stratégies qui sont possibles. Et après, c'est toute une histoire de place. Là, dernièrement, on a fait aussi un donneur vivant troisième greffe. Pendant l'intervention, j'ai enlevé le greffon et je me suis remis sur les vaisseaux du premier greffon. Donc voilà, après, c'est de la couture. Et c'est voir un petit peu les stratégies qu'on peut faire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, attendez... Je vois qu'il y a une question au fond là-bas. Je vous donne la parole juste après. Ma question, ce serait sur les cellules souches. Est-ce qu'on pourrait espérer avec les cellules souches ralentir ou augmenter la durée de vie des organes défaillants pour les patients qui sont en attente de greffe potentiellement? Actuellement, il n'y a pas, je pense... Alors, ça va dépendre des organes. Dans le rein, il n'y a pas de... C'est un peu ce dont le professeur Kerfan parlait, cette histoire de stratégie de pont en attente d'un organe. Pour le rein, il n'y a pas, à ma connaissance, d'avancée majeure là-dessus. Pour le foie, un peu plus. Il y a des foies bio-artificiels qui voient le jour. Alors, je sais qu'il y a des essais cliniques, mais pas en France, je crois. Où on utilise des cellules dérivées de cellules souches pour remplir ces foies bio-artificiels et faire le job temporairement. Mais donc c'est à l'étude, mais ce serait en tout cas pour l'instant que des histoires temporaires également en attente du greffe. Pour l'instant, on ne fait pas mieux que la greffe avec les cellules souches. Très bien. Oui, je reviens vers vous après. On a une question là. J'ai une petite question dans l'imaginaire un peu collectif. Quand on parle de greffe, on imagine que pour le receveur, il y a un certain temps d'urgence, entre guillemets, entre le moment où on l'appelle pour lui dire c'est bon et le moment où il va être greffé. Et visiblement, on a un peu plus de temps que ce que je pensais. Qu'est-ce qui fait qu'on a un peu plus de temps? Est-ce que c'est le moment où justement le greffon du donneur, où on le chouchoute un peu pour lui redonner un peu de force pour être greffé, voilà. Et puis juste pour la question du nombre de greffes, juste je voulais savoir si quand on refaisait une autre greffe, une deuxième ou une troisième, on enlève à chaque fois l'ancien greffon, on le laisse. Voilà, c'était les 2 questions que j'avais. Merci. Pour la deuxième question, on laisse les greffons en place. Pour la deuxième greffe, c'est simple, on se met sur l'autre axe vasculaire, donc ça c'est symétrique. Pour la troisième greffe, c'est un peu plus compliqué. On se met un peu plus haut et on se met sur la veine iliaque, sur l'artère iliaque commune, donc proche de l'aorte, et puis on se met sur la veine cave. Donc là, c'est un peu plus périlleux parce que c'est des tuyaux de plus en plus gros et qui saignent de plus en plus. Et puis ils sont de plus en plus profonds. Donc c'est un peu l'élément qui est le plus délicat. Sur l'autre question, alors
Moi, je vais parler logistique, parce qu'en fin de compte, il y a aussi, autre que les durées de réanimation, il y a tout le problème de la logistique. Entre le moment où on va faire notre prélèvement d'organes, donc il y a les équipes qui viennent de droite et de gauche, il y a la durée du geste, et puis après, il va y avoir le rapatriement des organes. Donc ça, déjà, c'est un élément où, à l'heure actuelle, en France, on est assez aveugle. Alors là, il y a une start-up qui s'appelle Flowgraft, qui essaie de développer une structure où on peut avoir un peu, pas le Uber Eats, mais on a une géolocalisation des greffons, et à terme, on pourra prédire le moment d'arrivée. Parce qu'après, l'autre problématique, c'est l'accès au bloc opératoire, qui est une autre paire de manches, où à Poitiers, il n'y a que 2 salles de bloc d'urgence, et c'est un ticket, et en fonction du degré d'urgence, on passe nos patients. Donc, toute la difficulté, c'est d'anticiper le moment où on a un patient prêt à recevoir et un greffon qui arrive sur place. Et tout ça, ça prend du temps. Et c'est réellement l'élément qui incompressible, c'est la gestion logistique qui nous manque. Après, il y a tout le temps avant. Oui, en fait, dans la temporalité, il y a plusieurs dimensions. Il y a la temporalité qui permet, pour revenir sur une des questions précédentes, c'est optimiser la réanimation d'organes chez le donneur. En 2005, des sociétés savantes de réanimation, il y en a 2, ont statué ont affirmé que l'accès au bloc opératoire pour un prélèvement multi-organes, c'est une urgence, au même titre que la fracture de hanche, que la péritonite, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne une précipitation. Il faut le temps de réanimer le donneur de manière à ce que, justement, lorsque survient la mort cérébrale, ce n'est pas quelque chose qui se fait à bas bruit. La plupart du temps, c'est extrêmement délétère pour le maintien du fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est un travail de réanimation spécifique et à part entière. Et comme dans beaucoup de domaines médicaux, en fait, l'amélioration vient aussi avec le temps de réanimation. Et donc ça, c'est un de mes chevals de bataille. C'est une urgence d'accès au bloc, mais c'est pas une précipitation au bloc opératoire. C'est qu'il faut qu'on soit le donneur soit dans un état d'optimisation la meilleure possible pour pouvoir justement avoir des greffons de qualité optimale. Donc par rapport aux questions de réparation, c'est le premier job. Ensuite, il y a aussi les dimensions humaines là-dedans. Une dimension avec les proches et une dimension humaine de logistique. Tous les actes chirurgicaux, il y a des moments optimaux pour les faire. Et notamment, par exemple, les chirurgiens, ils ont beau être ce qu'ils sont, ce n'est pas des surhommes. Et donc, lui demander de faire une greffe à 2h du matin par rapport à une greffe à 8h du matin, ce n'est pas la même chose du tout. Et donc, il y a aussi cette dimension à dire, mais il faut l'ensemble du processus, vous l'avez compris, chaque pièce doit s'aligner de manière à ce qu'on ait le meilleur résultat final pour la personne qui a bénéficié de la greffe. Et donc, dans la dimension de temporalité, il y a ces notions-là. Et après, il faut, entre guillemets, dealer avec la tolérance qu'a l'organe à la préservation, où c'est un peu l'idée des moyens aussi élaborés de préservation qu'auront leurs défauts. Mais quand on perfuse un organe avec du sang, de l'oxygène, ça donne du temps. Par exemple, c'est déployé sur le cœur, en clinique, pas en routine, mais en clinique. Pourquoi ? À la base, ça a été conçu aux États-Unis parce qu'en fait, ils avaient des gros problèmes de temps. Ils ont des territoires énormes. Et donc, un greffon cardiaque, quand on le met en préservation dite statique, c'est-à-dire dans le bocal à 4 degrés, c'est 4 heures, la durée optimale de préservation. Pas acceptable, pas optimale, acceptable. L'optimal, c'est le plus court possible. C'était pas compatible avec le territoire américain en termes d'égalité des chances à la transplantation et la disponibilité des greffons. Et donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de faire de la réanimation d'organes hors de l'organisme, alors qu'il y a ses défauts, mais leur premier moteur, c'est de dire il faut qu'on puisse amener des greffons le plus loin possible. Donc on est passé de 4 à 12 heures, ce qui déjà change complètement la donne en termes de territoire. Il y a d'autres stratégies qui sont élaborées. Par exemple, avec le professeur Le Breton à la Pitié-Salpêtrière, ça a été médiatisé puisqu'ils ont fait traverser un greffon cardiaque de la Guadeloupe jusqu'en territoire métropolitain. Ça, c'est impossible avec une préservation dans le bocal. Par contre, ils ont utilisé une machine à perfuser en hypothermie, ça froide,
avec de l'oxygène, et ce qui a permis d'amener le greffon dans de bonnes conditions avec un bon résultat de transplantation après 12 heures de préservation aussi. Avec l'avantage par rapport à le fait de perfuser avec du sang, c'est que quand la machine avec du sang et de l'oxygène, etc., elle tombe en panne, c'est fini. C'est-à-dire que l'organe, on ne peut rien en faire. Là, la machine qui est froide avec de l'oxygène et qui perfuse l'organe, bah, si elle tombe en panne, bah, on retombe en fait tout simplement dans le système de glacière entre guillemets. Donc c'est un peu plus sécuritaire et c'est pas le même staff. C'est-à-dire que l'organe qui est perfusé avec du sang et de l'oxygène, il faut tout un staff de réanimation autour. C'est que l'équipage, c'est un chirurgien cardiaque, c'est un infirmier spécialisé qui est un infirmier perfusionniste, c'est au moins un anesthésiste réanimateur. Donc c'est 3 personnes, plus des avions un peu spéciaux, parce qu'en fait, il y a une question d'inclinaison pour que le circuit commence à... Donc en fait, la logistique, elle est énorme. Le système à 4 degrés avec une perfusion et de l'oxygène, il se balade tout seul. En gros, j'exagère un peu. Donc voilà, donc dans la temporalité par rapport à la logistique, il y a la notion aussi, mais qu'est-ce que l'organe peut tolérer comme durée pendant qu'il est préservé. Et donc c'est pour ça qu'en plus d'améliorer la qualité de la préservation, on deal aussi avec le temps, pour toutes les questions qui ont été évoquées, de logistique notamment. Et ça change le paradigme, parce que les transplanteurs, ils vont pouvoir transplanter la journée, dans de bonnes conditions, et pas une temporalité qui est médiée par ce que l'organe peut tolérer. Très bien. Et comme ça, vous avez abordé la question du transport, effectivement, que je voulais aborder. On a une question au milieu. Là, le micro arrive. Bougez pas. Oui, vous avez fait l'exposé de ce qui se passe avant et pendant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est après. Parce que mon histoire, c'est que je suis greffé depuis 29 ans du cœur. Et le cœur, le problème, c'est le problème du rejet. Et donc, à l'époque, il y a 30 ans, on disait « Oh là, l'imagerie va faire des tas de progrès et vous pourrez voir le rejet du cœur simplement par une imagerie et non pas par des processus qui sont un peu invalidants. » Donc, je voudrais savoir où on en est à ce point-là. Est-ce qu'on peut prévoir les rejets ? En fait, il y a plusieurs... Alors, ça reste un sujet sur la transplantation, mais notamment sur le cœur où l'immunosuppression elle est assez conséquente. Pour l'instant, on n'a rien qui remplace le fait d'aller prendre un bout de l'organe pour aller analyser le rejet. Même s'il y a des systèmes d'imagerie avec l'IRM cardiaque, avec le scanner de perfusion, enfin bref. Pour l'instant, ça ne remplace pas ça, parce que pourquoi ? Le rejet, ce n'est pas une entité unique. Ce n'est pas rejet par rejet. Il y a plusieurs types de rejet. Et en fait, ce qu'on ne peut pas pour l'instant appréhender sans la biopsie, et encore, il faut des équipes extrêmement spécialisées. Et là, on est dans un stade où c'est plutôt la nature de l'analyse qui va changer, parce que des fois, ce n'est pas très facile de caractériser c'est quoi le mécanisme du rejet. Et donc, il y a des équipes, et notamment une équipe à Paris, dans un laboratoire qui s'appelle Pitor, qui est spécialisé sur des modèles d'analyse du rejet, et surtout qui permet de donner aux cliniciens la probabilité du mécanisme de rejet, en disant 80% que ce soit un rejet humoral, par exemple, un rejet cellulaire, et la modulation du traitement immunosuppresseur qu'il faut faire pour corriger ce rejet. Mais on a besoin encore d'accéder aux tissus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une finesse d'analyse en imagerie qui permet d'aller dans des strates aussi fines. Alors peut-être, dans l'avenir, avec des systèmes de haute résolution, alors ce n'est pas l'objet pour l'instant, mais par exemple, on a une IRM très élaborée au CHU de Poitiers, qui a un champ magnétique de 7 Tesla, ce qui est énorme, et qui, en fin de compte, a la capacité d'aller rechercher des éléments même de métabolisme dans les tissus de manière non invasive. Mais pour l'instant, ça ne permet pas, alors peut-être ça le sera un jour, mais pour l'instant, ça ne permet pas d'aller avoir l'équivalent d'une biopsie virtuelle, entre guillemets. C'est pas complètement faisable. Mais en tout cas, ça y tendra, et malheureusement, on est toujours contraint pour l'instant d'aller prendre un bout de l'organe. Et pour compléter, le type d'approche
qu'on vient de vous décrire, avec notamment des méthodes d'imagerie, ce sera sûrement en fait des modèles qui sont multi-approches, c'est-à-dire que ces données d'imagerie même avancées seront combinées à des données de biologie, par exemple, qui seront aussi de plus en plus précises, à des données d'analyse de gènes, d'analyse de protéines. C'est un peu tous les omics dont on vous parlait tout à l'heure, mais toutes ces analyses haut débit qui n'étaient pas possibles ou très chères il y a 10 ans deviennent quand même de plus en plus accessibles. Et l'objectif des équipes qui travaillent sur le rejet, c'est aussi d'obtenir le modèle le plus prédictif, mais multiméthode pour estimer le risque de rejet. Et en fonction de ce risque, au moins pouvoir mettre de côté les gens pour qui le risque est faible et pour pouvoir aller chercher des morceaux d'organes quand il faut vraiment le valider avec une vraie analyse et une analyse du tissu en le voyant. Mais c'est vraiment multimodal, les approches. On peut aussi regarder les cellules qui circulent. Enfin, c'est une combinaison de stratégies. Très bien. On prend une dernière question, et puis on arrête là, parce qu'il est 20h. Une dernière question au fond, là-bas. Au CHU de Poitiers, à ma connaissance, il y a la greffe rénale. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de greffe d'autres organes? Alors, sur le côté hématologique, il y a les greffes de moelle et de moelle. Et alors, on est dans les cordes pour les greffes d'îlots de Langerhans au niveau pancréatique. Mais bon, là, il y a encore quelques stratégies encore à affiner sur les prélèvements, l'acheminement des tissus et puis après, les injections. Et en fait, c'est des visions territoriales. Parce que l'idée, c'est pas de se dire il faut absolument qu'on greffe tout. C'est voir est-ce que c'est intéressant de tout greffer. On travaille très étroitement avec Tours, par exemple, sur la greffe hépatique. Tours, c'est 1 heure de route. Et lui faire un choix territorial de dire, parce que ça n'aurait aucun sens de mettre 2 centres qui font de la transplantation hépatique à 1 heure de route, où les deux auraient eu une petite activité. Ce qui aurait fait que, en fait, on aurait eu 2 centres avec un petit volume. Et les petits volumes, c'est pas forcément associé à une grande expertise. Donc, il faut mieux un centre qui greffe avec un partage d'expertise, puisque il y a un travail étroit avec les hépatologues du CHU de Poitiers et les équipes de Tours. Et donc, c'est une synergie qui s'est développée. Sur les transplantations, comme par exemple la transplantation cardiaque, la moitié des équipes de transplantation cardiaque, elles en font 10 par an. Donc en gros, à part la Pitié-Salpêtrière qu'on fait 80, c'est que des équipes qui ont des petits volumes d'activité, même des gros centres. Et donc démultiplier les centres pour en réduire encore l'activité, ça n'a pas de sens parce qu'on fait bien ce qu'on fait souvent. Et donc si on fait 50 centres qu'en font 2 par an, ça ne sera pas bénéfique pour les gens. Et, donc il faut centrer les activités. Donc là, lorsque les questions sont étudiées, ça veut dire est-ce qu'il y a un besoin sanitaire de le faire? C'est pas juste une garde de clocher en disant nous on veut le greffon pulmonaire Poitevin. Se dire est-ce que c'est bienfaisant pour les gens? Est-ce que dans l'expertise qu'on a, c'est utile de le faire? Et si on a un besoin, la greffe pulmonaire avec les traitements innovants de la mucoviscidose, dont l'Université de Poitiers a beaucoup participé d'ailleurs à l'élaboration, en fin de compte, ça a effondré les indications de greffe pulmonaire. Et donc, donc maintenant, c'est quasiment alors, on n'est pas encore à l'équilibre, mais c'est le greffon qui est le plus proche de l'équilibre entre les besoins et les greffons. Le cœur, il y a des besoins, mais encore une fois, le volume d'activité fait qu'il est plus pertinent que ce soit sur des centres qui ont une activité importante de greffe cardiaque plutôt que démultiplier les centres qui vont avoir une activité moindre, parce que ça ne sera pas bien pour les patients. Le foie, comme je le dis, on a discuté avec, discuté pas nous, mais il y a une organisation avec Tours qui marche, il n'y a aucune raison que de dire on va absolument greffer des foies ici. Et sachant qu'en plus il y a un partage d'expertise entre les 2 centres sur le sujet. Et le besoin sanitaire, par exemple, qu'il y a, c'est la greffe d'îlot, puisqu'elle fait partie de l'arsenal thérapeutique qui peut rendre service à certains, pas aux diabétiques, mais à certains types de diabète. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a un positionnement et une discussion avec les instances nationales pour proposer et déployer de la greffe d'îlot au CHU de Poitiers. Après, il y a plein de choses à analyser. Le circuit... Enfin, le besoin sanitaire, les circuits des cellules qui vont être extraites des pancréas qui sont prélevées, où est-ce qu'on va être traité, parce qu'il faut des labos extrêmement spécialisés. Et en France, de thérapie cellulaire. Et donc, en France, on n'a pas beaucoup. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Lille, et il y en a à Paris, globalement. Il y a des initiatives
pour que ça se développe, mais là aussi ça coûte très cher. Il faut voir est-ce que la pertinence d'avoir, parce qu'il y a des pays qui ont fait un choix par exemple d'avoir 3-4 centres sur un territoire qui est équivalent à l'autre, 3-4 centres mais qui rassemblent tout. Comme ça il y a une expertise et un volume qui fait que c'est pas le choix français de cartographie sanitaire, mais il y a quand même un principe de réalité. On ne va pas investir de manière équivalente plein de centres avec un petit volume d'activité au lieu de tout grouper dans un centre et travailler sur la façon dont on assure ce qu'on appelle le supply, la façon d'amener les thérapies aux patients, en fait, le traitement et les thérapies aux patients. Donc voilà, donc, à ce jour, le plus grand besoin, c'est la greffe rénale. On a expertise là-dedans. Alors ça, je ne vous délivre pas l'avis de l'institution, là je parle pour moi. Je pense que c'est plus intéressant de continuer à performer dans la transplantation rénale, dans la qualité et la recherche qu'on mène sur les greffons, qu'essayer de démultiplier les greffes ici. On contribue à d'autres, avec le laboratoire, à d'autres projets de recherche, par exemple pour améliorer le greffon hépatique. C'est les travaux qui sont menés aussi au laboratoire avec notamment Marine Coué qui est dans la salle. Mais c'est pas pour autant qu'on va greffer des foies ici. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on travaille avec Tours parce qu'ils sont à côté et que c'est ça qui est pertinent dans la bienfaisance qu'on a pour ces traitements. Juste un terme que je n'ai pas bien compris. Le CHU de Poitiers postule sur la greffe d'îlot de Langerhans. En fait, c'est les cellules du pancréas qui sont spécialisées dans la régulation de la glycémie, pas du sucre. D'accord. Et c'est ce qui manque chez le diabétique, globalement. Très bien. OK. Oui, pardon. Oui. Non, mais... écoutez, on arrête là. Il est 20h. Merci beaucoup à tous les trois pour votre expertise, pour vos éclairages. Merci pour les échanges. Juste avant que vous partiez, je vous invite à adhérer à l'Espace Mendès France parce que, évidemment, c'est aussi comme ça que cette association peut vous proposer des rencontres comme ce soir et des expos. La prochaine édition, c'est le 2 avril, et ça sera ici, et ça sera sur l'anesthésie, les méthodes innovantes en matière d'anesthésie. Et je voudrais, juste pour terminer, un tonnerre d'applaudissements pour Christine Guiton, qui co-organise ces carrefours de la santé depuis très longtemps et qui, au bout de 30 et quelques années, elle est là, debout, part à la retraite. C'était sa dernière. Voilà. La reine Christine. Merci à vous et bonne soirée.